En l'an 250, pour trouver la chambre la moins chère et la plus misérable de Rome, il ne fallait pas regarder au sous-sol. Il fallait lever les yeux tout en haut jusqu'au dernier étage d'un immeuble qui pouvait atteindre 9 ou 10 étages, sans ascenseur, sans eau courante passer le premier étage, et au mur si fin qu'on entendait son voisin tousser à travers le plafond. Aujourd'hui, le dernier étage est un appartement de luxe qui se paie au prix fort pour la vue. Dans la Rome antique, la hauteur était une punition. Les ingénieurs qui construisirent les aqueducs étaient extraordinaires, mais la pression qu'ils parvenaient à générer ne montait guère au-dessus du rez-de-chaussée. Ainsi, chaque fois que l'on avait soif ou que l'on voulait se laver, il fallait descendre des escaliers en bois glissants et sans rampe, remplir une lourde cruche en argile à une fontaine publique et la hisser sur 6 ou 7 étages. Faites cela 2 fois par jour, pour le reste de votre vie. Et la montée n'était même pas le pire. Ces bâtiments appelés insulae étaient de véritables poudrières. Des lampes à huile brûlaient à chaque étage. On cuisinait sur des brassereaux dans des pièces faites de bois bon marché et de briques de terre, car les constructeurs réservaient la pierre et le béton pour le rez-de-chaussée où se trouvaient les boutiques et les locataires aisés. Qu'une lampe se renverse au 6e étage et tout l'immeuble pouvait s'embraser avant même que quiconque en bas n'ait senti la fumée. On pourrait croire qu'une ville capable de bâtir le Colisée pouvait construire un immeuble d'habitation qui tienne debout. Le plus souvent, non seulement elle n'en était pas capable, mais elle n'essayait même pas. Il n'y avait aucune protection pour les locataires. Les propriétaires camouflaient les fissures structurelles et disaient aux locataires effrayés de dormir sur leurs 2 oreilles. Le célèbre homme d'État Cicéron écrivit lui-même avec détachement qu'il possédait des immeubles si instables que des boutiques s'étaient déjà effondrées et que même les souris avaient déserté ceux qui tenaient encore debout. Loin d'être horrifié, il y voyait une bonne affaire, déblayer les décombres et construire à la place quelque chose d'encore plus rentable. Si le bâtiment avait écrasé ses occupants, ce n'était pas son problème. C'était le marché immobilier qui fonctionnait exactement comme il avait été conçu pour les gens comme lui. Rentrer chez soi la nuit comportait ses propres risques et le danger tombait littéralement du ciel. Les étages supérieurs n'avaient pas de canalisation. Alors quand quelqu'un devait vider un pot de chambre à minuit, il ouvrait les volets et jetait le contenu dans la rue. Le phénomène était si fréquent que le droit romain prévoyait une catégorie juridique dédiée aux blessures et dommages matériels causés par les objets jetés ou déversés par les fenêtres. Avec un peu de chance, on ne perdait que sa toge. À la longue, l'odeur et le danger finissaient par vous pousser vers le seul endroit que vous cherchiez à éviter, les latrines publiques. Imaginez une pièce sombre en pierre, où 40 ou 50 trous sont percés côte à côte dans un long banc. Pas de cloison, pas de mur entre vous et l'inconnu d'à côté, dont vous entendez déjà la toux. Vous vous asseyez sur la pierre froide, épaule contre épaule avec des inconnus, et vous faites vos affaires. Cette partie-là, vous pouvez l'imaginer. Ce qui devrait vraiment vous inquiéter se trouve sous vos pieds. Dans les années 250, les égouts sous ces latrines étaient rarement curés, car les finances de l'Empire s'effondraient en même temps que le reste. Les déjections s'accumulaient dans les chambres souterraines et, en se décomposant, produisaient du méthane, un gaz incolore, inodore et extrêmement inflammable. Approchez une lampe à huile d'un de ces trous la nuit et l'accumulation de gaz pouvait s'enflammer, projetant une flamme qui brûlait vif quiconque était assis là. Et si le feu ne vous guettait pas, une créature aux dents acérées pouvait prendre le relais. Les égouts grouillaient de rats qui remontaient par ces mêmes trous, cherchant la moindre chose à se mettre sous la dent. Le papier toilette n'existait pas. À la place, tous les usagers partageaient un seul outil, une éponge de mer fixée à un bâton. Entre chaque utilisation, on la rinçait brièvement dans un bac d'eau vinaigrée avant de la passer au suivant. Cela atténuait l'odeur, mais n'avait aucun effet sur les bactéries. La dysenterie et les parasites se transmettaient ainsi d'un inconnu à l'autre, jour après jour, par le biais de l'éponge commune. Le philosophe Sénèque a même rapporté l'usage sinistre qu'en fit un gladiateur capturé. Il choisit de s'en servir pour mettre fin à ses jours, plutôt que d'être forcé à mourir dans l'arène pour le spectacle. Si tout cela semble à l'opposé de l'image que l'on se fait de Rome, avec ses aqueducs, ses fontaines et ses grands thermes, c'est qu'un mythe est enfoui sous tout ce marbre. Longtemps, l'hypothèse fut simple. Rome ayant l'eau courante et des bains publics, les Romains devaient être plus propres et plus sains que les peuples qui les ont précédés et suivis. Les archéologues ont cherché à le prouver. Ils ont trouvé le contraire. Des recherches de l'université de Cambridge, s'appuyant sur des sédiments de latrines, des peignes et des excréments fossilisés de tout l'Empire,
ont révélé que les parasites intestinaux comme le trichocéphale et l'ascarie n'ont pas diminué avec l'assainissement romain. Au contraire, ils ont proliféré. Les célèbres thermes se sont avérés être une partie du problème. L'eau des bassins chauffés était rarement changée, et les malades baignaient dans la même eau stagnante que les autres. Une eau chargée de sueur, de peau morte et d'huile parfumée qui en réalité ne lavait jamais rien. Un système conçu pour incarner la propreté était discrètement devenu l'un des plus efficaces vecteurs de maladies du monde antique. La situation prit une tournure dramatique à partir de l'an 249, lorsqu'une nouvelle menace, bien plus violente, venue d'Égypte, déferla vers le nord jusqu'au cœur de l'Empire. Les historiens débattent encore de sa nature exacte. Les symptômes décrits à l'époque évoquent une fièvre hémorragique virale de la même famille qu'Ebola, sans que personne ne puisse l'affirmer avec certitude 16 siècles plus tard. Ce que nous savons, grâce à l'évêque Cyprien qui en a documenté les ravages avec une précision implacable, ce sont ses effets sur le corps humain. Tout commençait par une fièvre soudaine et une gorge qui, au dire des survivants, semblait brûler de l'intérieur. Suivaient des vomissements et des diarrhées incessants qui vidaient le corps en quelques jours. Les yeux s'injectaient de sang. Avec la défaillance de la circulation sanguine, les tissus des mains et des pieds se nécrosaient et noircissaient, et les médecins amputaient ce qu'ils pouvaient pour sauver ce qui restait du patient. À Alexandrie, l'une des plus grandes villes de l'Empire, on estime que la population a chuté de plus de 60% en quelques années. À Rome même, au pic de l'épidémie, les archives font état de 5000 décès enregistrés en une seule journée. La panique était telle que les familles traînaient les morts, et parfois les mourants, dans la rue, espérant que cette distance leur sauverait la vie. Et la maladie se propageait le plus vite, là où les gens allaient dans l'espoir de se sentir mieux. Des corps fiévreux et contagieux plongeaient dans la même eau chaude et stagnante des thermes que tout le monde, y cherchant un soulagement et y trouvant l'un des systèmes de transmission les plus efficaces que le monde antique ait jamais involontairement conçu. Ce qui soulève une question évidente. Si la vie quotidienne offrait tant de manières de mourir, comment Rome a-t-elle pu devenir une ville d'1 million d'habitants? Pourquoi ne s'est-elle pas simplement éteinte? Une partie de la réponse est brutale, et elle commence bien avant que quiconque soit en âge d'affronter les insulae, les latrines ou les épidémies. Dans le monde romain, environ un nourrisson sur 3 ne survivait pas à sa première année. Près de la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans. Au moment où l'on devenait un adulte arpentant ses rues, la biologie avait déjà tenté de le tuer une douzaine de fois, sans succès. Son système immunitaire avait passé son enfance à s'aguerrir contre la saleté environnante. L'éponge partagée, l'eau non traitée, les bains bondés. Ce qui enverrait un visiteur moderne à l'hôpital en moins d'une journée n'était, pour un adulte romain, qu'un mardi ordinaire. Mais la résistance individuelle explique seulement la survie de certains. Elle n'explique pas pourquoi la ville elle-même n'a pas disparu, car, statistiquement, son déclin était inéluctable. Les historiens de la Rome antique ont découvert qu'à l'intérieur des murs, le taux de mortalité dépassait constamment le taux de natalité. Livrée à elle-même, Rome était vouée au déclin. La seule raison pour laquelle une ville fondée sur ce calcul a continué de croître, c'est qu'elle fonctionnait comme une machine à aspirer des remplaçants. Captifs de guerre, esclaves et familles rurales, fuyant des fermes en faillite affluaient par milliers chaque année, comblant le vide que les épidémies, les effondrements d'immeubles et les latrines ne cessaient de creuser. Le système romain n'a jamais été conçu pour garder ses habitants en vie. Il a été conçu pour alimenter la machine en nouvelle vie, plus vite que les précédentes n'étaient consumées. Survivre à l'insalubrité de la ville ne mettait pas à l'abri de ceux qui la dirigeaient. Au IIIe siècle, le droit romain s'était scindé en deux catégories. D'un côté, les honestiors, les riches et les puissants. De l'autre, tous les autres, classés comme humiliors, les inférieurs. Ce n'était pas une simple insulte. C'était une catégorie juridique aux conséquences bien réelles. Pour le même crime, la punition pouvait être aux antipodes selon que l'on était riche ou pauvre. Un honestior coupable de meurtre risquait l'exil sur une île agréable ou la confiscation de quelques biens. La loi interdisait de le torturer. Un humilior accusé du même crime pouvait être légalement torturé pour avouer, puis crucifié, brûlé vif ou jeté aux bêtes dans l'arène. Une punition particulièrement brutale était réservée aux parricides, être cousu vivant dans un sac en cuir avec des animaux sauvages et jeté dans un fleuve pour y être déchiqueté tout en se noyant. Aux yeux des Romains, ce crime était trop monstrueux pour une mort ordinaire. Et si la loi était partiale, ceux chargés de l'appliquer ne se sentaient guère tenus de la respecter.
L'historien Suétone raconte que le jeune empereur Néron se déguisait la nuit pour errer dans les rues avec des amis, attaquant les citoyens qui rentraient de dîner. Ils en battaient certains jusqu'à l'inconscience, poignardaient ceux qui résistaient avant de les jeter à l'égout, puis vendaient aux enchères au palais le butin de leur vol le lendemain. Son père, selon Suétone, n'était pas plus tendre. Il creva un jour l'œil d'un homme en plein forum et écrasa un garçon avec son char, simplement par caprice. Pour un citoyen ordinaire croisant le chemin du pouvoir la nuit, il n'y avait ni police à appeler, ni tribunal pour l'entendre. Faire profil bas n'était pas de la prudence. C'était la seule stratégie de survie. Face à une telle réalité, il n'y avait vraiment que deux portes de sortie pour qui n'avait rien. On pouvait donner son corps à l'État ou le donner à la foule. La première porte était la Légion. Si l'on était assez grand, un obstacle en soi, étant donné la malnutrition ambiante, on vous remettait une épée et une lance pour vous envoyer défendre un empire en pleine décomposition. En l'an 251, des conscrits se retrouvèrent à la bataille d'Abritus, où le roi Goth Cniva attira l'infanterie lourde romaine sur un terrain marécageux. La formation qui avait conquis la moitié du monde connu s'enlisa dans la boue, et les Goths la massacrèrent sur place, tuant au passage l'empereur romain. Une glorieuse carrière militaire avait de fortes chances de s'achever en quelques semaines dans une tombe anonyme au fond d'un marécage des Balkans. La deuxième porte était l'arène. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'était pas seulement peuplée de condamnés. Beaucoup d'hommes qui y combattaient étaient volontaires, échangeant une mince chance de gloire et d'argent contre la certitude de mourir de faim dans l'anonymat. Ce n'était ni un combat loyal, ni vraiment un sport. C'était une industrie bâtie sur la mort organisée, gérée avec bien plus de précision et de cruauté que l'on ne l'imagine généralement. Alors imaginez à nouveau ce dernier étage, celui dont personne ne voulait, 6 volets d'escalier plus haut, sans eau, avec un propriétaire qui considérait déjà votre mort comme une occasion d'affaires. C'était le seul sommet que la plupart des habitants du plus grand empire sur Terre pouvaient espérer atteindre. Pas le marbre, pas la philosophie, pas les légions aux parements d'or défilant sur le forum. Rien qu'une pièce trop haute pour être atteinte facilement et trop inflammable pour s'y sentir en sécurité, ne tenant que par des étés fragiles et un peu de chance. Rome n'a pas tenu parce que son peuple était fort. Elle a tenu parce que ceux qui formaient sa base étaient silencieusement et sans cesse remplacés.